Madame de Juliette, tout de suite, pour accueillir Floriane Padon. Bonjour. Bonjour. Vous allez donc animer cette dernière partie de notre émission concernant, encore une fois, la culture. Oui, alors pour commencer ce magazine, les femmes sont à l'honneur avec ce reportage qu'on va écouter dans quelques instants. Louise Le Boyer, bonjour. Vous êtes allée voir un making-of d'une série originale créée à partir d'une BD sur des femmes par des femmes. Vous nous présenterez tout à l'heure Les Culottés. Tout de suite après, on aura un sujet gourmand avec notre reporter Thomas Federbe qui s'est déplacé au château de Rambouillet pour déguster des plats gastronomiques. Toujours au programme, on enchaînera avec du football. Notre journaliste Quentin Rouillet, qui a suivi le match Chambly-Sochaux, nous racontera comment les Camblésiens se sont rattrapés. Et on terminera avec de l'humour, un reportage signé Julie Crignoux, qui est allée assister à un spectacle de stand-up à Paris, où on aura l'occasion d'écouter des extraits de l'ambiance du fameux Made in Comedy. Alors, Les Culottés à la télé, traduite dans 22 pays et vendue à plus de 450 000 exemplaires, l'œuvre de Pénélope Bagieux arrive sur le petit écran au début de l'année prochaine sur France 5. La bande dessinée qui racontait les histoires de femmes remarquables fera l'objet d'une mini-série à découvrir. Chacune des 30 culottées aura droit à son épisode de 3 minutes 30. Au Forum des Images, jeudi 24 octobre, une partie de la grande équipe qui a travaillé sur ce projet présentait les coulisses de la fabrication de la série. Louise Le Boyer y était. Le pari était risqué pour cette équipe plus que motivée. Derrière la série, une BD au succès immense et surtout la vie de vraies femmes. Loin de dénaturer l'œuvre, les réalisatrices et auteurs ont essayé au maximum de respecter à la fois la réalité et l'esprit de la dessinatrice. Pour Priscilla Bertin, productrice chez Silex Film, dès la sortie de la bande dessinée, son adaptation animée semblait sonner comme une évidence. Une responsabilité importante qu'il a fallu assumer. L'idée, c'est que la série vienne en complément presque de l'œuvre. Et que la série donne envie d'aller découvrir la BD et inversement. C'est ça l'idée. Il y a des gens pour qui déjà les livres sont vraiment très importants. Ils ont un peu même changé leur vie, les ont motivés. Et on voit que la série est attendue. Donc on sent qu'il peut se passer quelque chose. Ça nous a mis la barre haute avec la conscience qu'il fallait que tout soit parfait dans les moindres détails. Une lourde tâche donc pour l'équipe. L'identité graphique a dû être retravaillée depuis les planches pour faire se mouvoir les héroïnes. Leurs voix, quant à elles, ont toutes été confiées à Cécile de France, qui interprète à la fois les culottés, mais également l'intégralité des personnages, hommes, femmes, âgés comme enfants. Un challenge considérable relevé haut la main par l'actrice belge. Des dialogues imaginés en partie par les auteurs, dont Élise Benroubi, qui a mesuré le poids de leur travail bien au-delà d'une simple adaptation. On s'est dit, oui, en effet, que c'était une série importante en termes de ce qu'on raconte des femmes et comment les femmes osent des choses là où la société peut les enfermer ou les empêcher. Et du coup, c'est vrai qu'on se disait qu'on avait une vocation engagée et presque politique de donner cette idée que tout était possible, que rien n'était impossible et que quand on se battait pour les bons combats, on arrivait à des belles choses et à s'accomplir aussi, que ce soit dans l'intime ou que ce soit dans l'histoire. Pénélope Bagieux qui s'est fait connaître grâce à son blog BD Ma vie est tout à fait fascinante, où elle relate avec humour les événements de sa vie quotidienne. Bonjour Louise Boyer. Bonjour. Alors, lors de ce making-of, est-ce qu'il y a des portraits qui vous ont marqué ? Est-ce qu'il y a des femmes dont vous pensez qu'elles portent des problématiques importantes ? Alors en fait, toutes les femmes qui sont présentes dans la BD et toutes celles qui vont être du coup retranscrites à l'écran portent toutes des problématiques importantes. Nous, au Forum des Images, on a eu le droit d'avoir 4 ou 5 portraits en exclusivité, donc épisodes de la mini-série. Dans les portraits qui étaient assez intéressants, il y a notamment celui de Mae Jemison, parce que en plus de sa condition de femme au milieu du XXe siècle, c'était également une enfant noire, une femme noire. Et donc, elle a été la première femme noire dans l'espace, donc ce qui est un événement relativement important. Ensuite, on peut aussi noter Christine Jorgensen, qui est la première personne à avoir fait une opération chirurgicale de réassignation sexuelle. Okay. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces différents portraits, c'est qu'ils parlent de femmes qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui ont vécu à des époques totalement différentes et qui ont toutes, à leur manière, changé l'histoire. D'accord, merci. Et si on n'a pas eu l'occasion d'aller assister à cette projection, est-ce qu'il faut attendre 2020 pour voir ces dessins animés ou est-ce qu'il y a un autre événement, une autre projection prévue ?
Alors, je ne sais pas s'il y aura d'autres événements de prévus. Après 2020, ça arrive relativement rapidement. Ça sera au premier trimestre de l'année. Ensuite, pour ceux qui sont vraiment impatients, il ne reste qu'à découvrir la BD de Pénélope Bageux qu'on peut acheter, qui est en 2 volumes et qui est vraiment passionnante. Et les dessins sont magnifiques. Et ça permettra de se donner encore plus envie de découvrir la mini-série. D'accord, je vous remercie. Louise. Merci beaucoup. Un reportage culinaire à présent. Thomas Federbe, on va vous écouter dans un instant nous faire revivre les délices de ce week-end gastronomique auquel vous avez participé. C'est en plein cœur du parc du château de Rambouillet que la 9e édition du Salon des vins et de la gastronomie a fait son retour. L'événement se déroula du vendredi 18 octobre au dimanche 20 octobre. Entre dégustation et découverte de mets régionaux, les visiteurs ne savent plus où donner de la tête. Reportage sur place par Thomas Federbe. Exit l'hippodrome, bienvenue au château de Rambouillet. La nouvelle version plus royale du Salon des vins et de la gastronomie s'est déroulée le week-end du 19 octobre. En témoigne Jacques Melot, membre du Rotary Club et commissaire du salon. Nous étions en fin de cycle. C'était difficile d'accès parce que c'est mal fléché. Donc les visiteurs potentiels ne nous trouvaient pas et faisaient demi-tour. Donc c'est autant de visiteurs perdus et d'acheteurs potentiels perdus pour les exposants. On a considéré qu'à Rambouillet, tout converge vers le château. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de venir au château. En plus, le cadre est quand même plutôt, je dirais pas prestigieux, mais enfin sympathique. C'est au moins les réflexions que nous ont fait les exposants quand ils sont arrivés hier. Ils nous ont dit le cadre est superbe et ça ressemble à un salon. Un déménagement qui semble porter ses fruits, puisque samedi midi, les allées du salon de 540 m² étaient bien garnies. Pas moins de 3000 visiteurs et méconnaisseurs de l'œnologie sont attendus. On vient même de l'étranger, image d'une Brésilienne venue pour l'occasion. Nous sommes de Rio Grande do Sul au Brésil, qui est un état cultivateur de vin. Donc, nous connaissons les salons de ce genre, mais malheureusement cela n'est pas évoqué dans notre pays. Pour moi, le vin est un alcool pour les personnes âgées, mais avec mes amis, nous prenons plaisir à déguster un alcool aussi fort. Si les visiteurs étaient au rendez-vous, les exposants sont également ravis du changement. Ils sont passés de 40 à 60 cultivateurs pour cette édition 2019. Certains ont trouvé le parc du château comme un lieu idéal pour organiser le salon. Avec cette nouveauté, le Rambouillet vin semble déjà être une réussite. Une édition 2019 pleine de succès pour le Rambouillet vin. 3000 visiteurs se sont déplacés cette année pour le petit salon de province. 3000 visiteurs, Thomas, ça fait beaucoup pour goûter des petits plats. Effectivement, ça fait peu de monde, mais effectivement dans un salon de province. Mais les 3000 personnes ont pu être enrichies car il y a eu beaucoup de produits de présents sur place, notamment des produits français mais également étrangers. En l'occurrence, les visiteurs se sont déplacés à Rambouillet pour découvrir de la qualité, sachant que les salons de la gastronomie et du bio, enfin pas du bio, mais les salons de la gastronomie et du vin sont présents pour présenter à la fois du premium et à la fois de la qualité. Et les vins qui étaient présents, on a pu voir des vins français comme du Bourgogne et des mélanges entre des très grands vignobles et également des petits producteurs. Donc finalement, tout le monde du vin s'est réuni autour d'un petit salon, mais il y a eu des grands producteurs dont je me souviens un peu vraiment des noms, mais je sais que c'était des très grands producteurs. En revanche, on a pu également découvrir des producteurs qui étaient entièrement dans l'agriculture raisonnée et dans le bio, qui est désormais qui prône dans tout le monde de l'œnologie et de la viticulture. Mmh. Et du coup, il y a une nouveauté cette année parce que j'ai découvert qu'il y avait des producteurs étrangers. Ok. Et c'était qui? De quelle nationalité, par exemple? Notamment cette année, il y avait des producteurs québécois qui présentaient un vin, une spécialité québécoise avec des produits aussi également du sirop d'érable. L'aspect international reste une minorité dans un salon de province comme celui du Rambouillet vin, mais il reste quand même très présent et important pour pouvoir exposer à l'étranger un salon comme le Salon du vin et de la gastronomie française. Et notamment l'année dernière, il y avait des producteurs comme des Hongrois et des Brésiliens, et j'ai pu rencontrer cette année une Brésilienne qui était venue pour l'occasion. Donc quand même, on peut voir qu'il y a eu un impact à l'international du Rambouillet vin. Ok, merci beaucoup Thomas, c'était très intéressant. Salon gastronomique. Et après la gastronomie, on passe maintenant au sport.
Vendredi soir se tenait la 11e journée de Ligue 2 de football à Beauvais. Le FC Chambly affrontait Sochaux dans un match à enjeu. Après 4 défaites consécutives, les Camblaisiens étaient dans l'obligation de prendre des points face au 4e du classement. Reportage sur place, Quentin Rouillet. Tout avait pourtant bien commencé pour les Camblaisiens. 6 matchs sans défaite pour débuter le championnat et le plein de confiance à l'entame du mois de septembre. Mais les joueurs de l'équipe de l'Oise sont rapidement retombés sur terre. 4 défaites consécutives ont eu raison de leurs ambitions. L'objectif était donc de relever la tête face à une équipe en pleine bourre. Et c'est dans cette optique que l'entraîneur Bruno Luzzi a lié une équipe défensive. Formé à Sochaux, l'international français Marvin Martin était également titulaire. La première période se révèle pauvre en occasion, au grand désespoir des supporters. Mais sortez-le, lui ! Il faut attendre la 32e minute pour enfin assister à une frappe. Moi qui disais que c'était pas cher, à 86 balles l'abonnement, c'est une honte. L'attaquant de Chambly, Mehdi Guézoui, est notamment au centre des critiques. Un ballon, là, il aurait pu toucher. Le Giroud de Chambly, là, boum. Une occasion, elle est au... À la mi-temps, le score est nul et vierge. Le scénario est le même en seconde période. Sochaux domine, mais se montre trop imprécis. Quand on est assez à l'épaisse sur une attaque de Diop, on est... Le FC Chambly se réveille finalement dans les 20 dernières minutes, ce qui permet enfin au public de s'emballer. Ouais, ok, ça c'est de la folie. Ça joue au ballon aussi. On veut Guardiola. Score final 0-0, un résultat qui contente à moitié les supporters. À voir, c'est pas un super match, mais bon, c'est un bon point pour Chambly qui sort un match solide contre une équipe du top 5, donc intéressant pour eux. Ah bah je pense qu'on n'a pas vu un match de top niveau. C'était là physiquement, mais après c'est vrai que techniquement, c'était pas du football champagne ce soir. Prochain rendez-vous, vendredi prochain contre Rodez, un nouveau match important dans la course au maintien, objectif principal de Chambly cette année. Alors ce match nul, est-ce que c'était vraiment un bon résultat pour Chambly, Quentin ? Alors on peut penser évidemment que les joueurs de Chambly auraient aimé gagner, mais c'est évidemment un résultat qui fait du bien pour l'équipe, un résultat qui offre un peu d'air au FC Chambly dans la course au maintien, qui, comme tu viens de le rappeler Florian, est l'objectif majeur donc, de Chambly cette année. C'est un point pris après donc, une série de mauvais résultats, et dans une Ligue 2 qui est serrée avec beaucoup d'équipes qui se tiennent en peu de points, c'est forcément quelque chose de bon à prendre, tout est bon à prendre. Après, c'est un bon résultat peut-être sur le papier. Au niveau du contenu, le bilan est un peu le même aussi. On a une défense, comme d'habitude, très solide au niveau de Chambly. On a retrouvé une défense efficace dans la lignée de leurs 6 premiers matchs de la saison où ils avaient encaissé aucun but lors des 6 premiers matchs. Mais par contre, le problème reste encore et toujours l'attaque. On a eu, pendant le reportage, donc une comparaison avec un supporter qui compare l'attaquant de Chambly à Giroud. C'est pas forcément très réaliste puisque l'attaquant de Chambly est bien pire largement. Il est beaucoup plus faible. Et on peut aussi trouver que l'équipe de Chambly avait énormément de blessés et donc notamment Marvin Martin qui est sorti sur blessure après seulement 8 minutes. Mais oui, dans l'ensemble, c'est un bon résultat pour Chambly aussi. D'accord, écoutez, merci. Est-ce que vous n'auriez pas préféré l'autre match nul de Lorient-Le Havre, plus spectaculaire ? On peut le penser au niveau spectaculaire, oui, mais dans les faits, c'était vraiment le seul match spectaculaire de la soirée. En effet, c'était une 11e journée de Ligue 1 qui s'est révélée extrêmement pauvre, 11e journée donc très pauvre, seulement 9 buts ont été inscrits au cours des 10 matchs et encore plus donc au cours de la soirée du vendredi, donc pendant le match de Chambly, seulement 5 buts en 8 matchs donc au cours de cette soirée, ce qui est selon l'institut de sondage Optagent un triste record puisque c'est la première fois donc depuis 2007 qu'on a aussi peu de buts au cours d'une unique soirée, donc en effet peut-être un match plus intéressant aurait été du côté de la Normandie. Merci beaucoup Quentin. On passe maintenant, pour finir ce magazine, avec Julie Crignoux, un peu de rire avec ce reportage sur l'humour. Julie, vous avez assisté à la 8e édition du Made in Comedy qui a eu lieu lundi dernier à Paris, un haut lieu du stand-up qui sert de tremplin pour les jeunes humoristes en quête de public. Reportage au milieu des rires et des improvisations avec Julie Crignoux. Non, non. Franck, oui, oui, là aussi. Des rires pour bien commencer la semaine. Dans cette petite salle de bar du 11e arrondissement, c'est soirée Made in Comedy. Pendant 1 heure, les humoristes se succèdent pour tester leurs vannes en vue d'un prochain spectacle. Ce soir-là, c'est la 8e édition. De quoi satisfaire son créateur, l'artiste et humoriste Elio. Donc c'est un mélange entre artistes qui sont confirmés
Donc on a eu la chance d'avoir Jason Broker, Panayotis, d'autres grands noms du stand-up et les artistes d'aujourd'hui, les étoiles montantes, on va dire, du stand-up, donc c'est un bon mélange. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de comedy clubs, de plateaux d'humoristes qui se mettaient en place et je me suis dit pourquoi pas avoir le mien. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais dire à mon fils écoute, tu ranges ta chambre maintenant, je suis ton père, ok? Il va me dire ah bah franchement ça se voit pas du tout. Hugo tout seul, Blague Adam, Mao ou encore Paul Mirabel, chacun se succède et doit faire rire le public en 10 minutes, un véritable challenge pour ceux qui débutent. En fait, comme c'est un public de 30 personnes maximum, c'est assez simple, mais c'est compliqué. Si on fait rire 30 personnes, on peut faire rire une grande salle. Après, c'est comme du ping-pong, c'est du donnant-donnant. Si le public est assez réceptif, souvent les artistes jouent le jeu de l'improvisation. Le stand-up connaît un nouveau souffle depuis l'émergence de YouTube et des réseaux sociaux. Si les humoristes peuvent aujourd'hui se faire une réputation sur Internet, remplir des salles reste un défi quotidien. Rien n'est certain, on peut avoir par exemple des millions de followers, mais combien vont vraiment venir se déplacer pour voir le spectacle. Donc c'est un milieu ouvert à tous, mais d'un côté assez fermé. Pour la réussite, il faut beaucoup de travail. Organisé un lundi sur 2, le Made in Comedy est ouvert à tous ceux qui veulent rire et faire rire. Rendez-vous donc au 30 boulevard du Temple à Paris si vous voulez rire le temps d'une soirée. Alors Julie, on entend beaucoup de rire dans ce reportage. Est-ce que vous avez ri autant que le public ? Eh bien oui, Floriane, c'était une ambiance très chaleureuse, même s'il y avait peu de personnes, moins de 30 personnes. C'était vraiment très accueillant et j'ai vu que c'était dur pour les stand-uppers de faire rire en 10 minutes, mais oui, effectivement, il y a eu notamment Paul Mirabel, qui est un jeune artiste en devenir et qui a fait beaucoup rire la salle, beaucoup réagir. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y avait des artistes que vous connaissiez déjà, par exemple sur YouTube, et qui vous ont agréablement ou désagréablement surpris lors de leur prestation en live ? Alors oui, j'attendais, il y avait un peu de tout, hein. Il y avait des confirmés, des débutants. J'attendais beaucoup Hugo tout seul, un youtubeur qui a eu un grand succès ces dernières années. Et effectivement, il a toujours, on va dire, de bonnes vannes, même en live, mais il a baissé ces derniers mois. Et effectivement, alors que tous les autres artistes, après leur stand-up, prévoyaient des dates pour des spectacles, lui n'en avait pas et il est un peu, on va dire, en recherche. Il se cherche un petit peu humoristiquement. Donc oui, effectivement, c'était un petit peu plus décevant, mais il reste quand même à un bon niveau. D'accord. C'est-à-dire qu'avoir des millions d'abonnés sur YouTube, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il y aurait une nostalgie de la scène traditionnelle ? Bien effectivement, c'est ce que m'expliquait Elio, c'est que malgré le succès de YouTube, remplir des salles, ça reste un défi. Effectivement, les gens ne vont pas se déplacer. Donc aujourd'hui, on doit se renouveler. Les blagues sur Internet, parfois, ne suffisent plus. On doit aussi réapprendre à effectivement improviser, trouver de nouvelles vannes, inspirer un nouveau public. Et c'est tout le but de ces soirées, un lundi sur 2, oui. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Julie, ça devait être très intéressant. On touche maintenant à la fin de ce magazine de l'Université de Cergy-Pontoise. On se retrouve pour un nouveau mag dans les prochaines semaines et on remercie Bernadette Pasquier à la technique. C'était cool.